Imaginez un tableau, un chef-d'œuvre admiré depuis des siècles. En son centre, une petite fille rayonnante, la princesse Marguerite Thérèse, immortalisée dans Les Ménines. Mais derrière ce visage angélique se cachait une vérité si sombre qu'elle aurait pu anéantir un empire. Une enfant née non par amour, mais pour le pouvoir. Une jeune fille dont le corps a été sacrifié sur l'autel de la dynastie. Ce n'est pas seulement de l'histoire de l'art. C'est l'histoire tragique d'une princesse utilisée, brisée et oubliée. Sa courte vie fut un combat désespéré contre un destin cruel. Avant que nous ne découvrions son secret, abonnez-vous et aidez-moi à atteindre les 1000 abonnés. Contrairement à Marguerite, vous ne serez pas sacrifié pour cela. Promis. Avez-vous déjà eu l'impression que votre avenir était déjà décidé pour vous, sans aucune issue? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Notre histoire commence à Vienne, en l'an 1573. C'était une époque de grands pouvoirs et de grands palais. Mais à l'intérieur de l'un de ces palais, une jeune femme mourait. Son nom était l'impératrice Marguerite Thérèse. Elle n'avait que 21 ans. Son corps était complètement épuisé. Il avait été détruit par 6 accouchements en seulement 6 ans. Ce cycle incessant de grossesse lui avait tout pris. Elle fut autrefois une jeune fille brillante et pleine de vie. Mais maintenant, elle s'éteignait. Quelques années auparavant, elle avait été l'enfant radieuse que l'on voit dans le célèbre tableau Les Ménines. Elle se tenait là, symbole de jeunesse et d'espoir. Personne, en regardant ce tableau, n'aurait pu imaginer le terrible chemin que prendrait sa vie. Personne n'aurait pu deviner la douleur qu'elle allait endurer. Marguerite Thérèse est née en 1651. Elle faisait partie de la famille des Habsbourg d'Espagne. C'était l'une des familles royales les plus puissantes d'Europe. Elle régnait sur de vastes territoires, mais elles avaient une obsession étrange et nuisible. Elles voulaient garder leur lignée royale pure. Pour ce faire, elles ne se mariaient qu'au sein de leur propre famille. Les cousins épousaient les cousines. Les oncles épousaient les nièces. C'était une pratique courante chez les familles royales à l'époque, mais les Habsbourg la poussèrent à l'extrême. Ils croyaient que cela rendrait leur famille plus forte et protégerait leur pouvoir. Mais cela eut un terrible effet secondaire. Cela entraîna de nombreux problèmes de santé. Les parents de Marguerite en étaient un exemple. Son père était le roi Philippe IV d'Espagne. Sa mère était la reine Marianne, qui était la nièce de Philippe. Ainsi, Marguerite est née d'un oncle et de sa nièce. Marguerite elle-même était le résultat direct de ce plan dynastique. Elle était destinée à perpétuer le nom de la famille. Dès l'instant de sa naissance, sa vie ne lui appartenait pas. Elle était un instrument pour l'Empire, pas seulement une fille. Son père, le roi Philippe, l'aimait en fait beaucoup. Il l'appelait « ma joie ». Il aimait passer du temps avec elle. Il aimait la regarder jouer. Il trouvait du réconfort en sa présence. Mais même avec tout cet amour, elle était toujours plus un atout pour le royaume qu'une véritable fille. Elle était importante pour l'avenir de la famille de Habsbourg. C'était particulièrement vrai à cause de son frère, Charles. Charles était beaucoup plus jeune que Marguerite, mais il était né avec de nombreux problèmes de santé. Il était difforme et très faible. Son corps montrait les terribles effets de toute cette consanguinité. Il était souvent malade. Il avait du mal à marcher et à parler. Il n'était pas assez fort pour diriger un puissant empire. Charles était comme une malédiction vivante, un signe des problèmes dans la lignée sanguine de la famille. Cela rendait Marguerite encore plus importante. Parce que Charles était si faible, Marguerite devint l'espoir saint de l'Empire.
Elle était forte et belle. Elle était perçue comme la personne parfaite pour perpétuer le pouvoir de la famille. Elle était comme une étoile brillante comparée à son frère maladif. Quand elle n'avait que 5 ans, elle fut peinte dans le célèbre chef-d'œuvre « Les Ménines ». Dans le tableau, elle se tient au centre. Elle a l'air innocente et pure. L'artiste, Diego Velázquez, la montrait rayonnante. Ce tableau fit d'elle un symbole. Il la montrait comme la petite princesse parfaite, celle qui apporterait un bel avenir au trône d'Espagne. C'était une image de grande beauté et d'espoir. Mais c'était aussi une image qui cachait un avenir très triste. Son destin était déjà scellé. Son sort fut scellé très tôt dans sa vie. Elle fut promise en mariage à son oncle et cousin, Léopold Ier. Il était l'empereur du Saint-Empire romain germanique, un souverain très puissant. Ce n'était pas un choix basé sur l'amour. C'était une alliance politique. C'était un moyen d'unir 2 branches puissantes de la famille de Habsbourg. Ce mariage était destiné à rendre l'empire des Habsbourg encore plus fort. Il s'agissait de pouvoir, de territoire et de s'assurer que la famille restait au sommet. Pour une jeune fille comme Marguerite, cela signifiait que son enfance était écourtée. Sa vie était planifiée avant même qu'elle ne sache ce que signifiait le mariage. L'année était 1566. Marguerite avait maintenant 14 ans. Il était temps pour elle de quitter l'Espagne, sa maison. Elle dut laisser derrière elle ses poupées, ses jeux et tout ce qu'elle connaissait de son enfance. C'était un immense changement pour une si jeune personne. Elle voyagea très loin jusqu'à Vienne, la capitale des terres autrichiennes des Habsbourg. À son arrivée, elle épousa Léopold Ier. C'était un homme qui avait le double de son âge. Il avait 26 ans et elle n'était encore qu'une enfant à bien des égards. Imaginez être si jeune et être soudainement mariée à quelqu'un de tellement plus âgé, dans un pays étranger. Son arrivée à Vienne fut accueillie par de grandes célébrations. Il y eut de grands bals, de merveilleux opéras et d'immenses fêtes. La cour était remplie de musique et de danse. Tout le monde était excité par la nouvelle impératrice. Mais pour Marguerite, ces célébrations cachaient une profonde solitude. Elle était loin de chez elle, de sa famille, de sa langue. Elle était entourée d'étrangers, même s'ils étaient sa nouvelle famille. Elle se sentait très seule dans ce nouveau et grand monde. Les acclamations de la foule ne pouvaient pas combler le vide dans son cœur. Question rapide, survivriez-vous dans un monde où votre vie était décidée à la naissance? Oui ou non, déposez votre réponse dans les commentaires. Marguerite essaya de conserver ses habitudes espagnoles. Elle parlait espagnol, elle portait des vêtements espagnols et elle gardait ses serviteurs espagnols. Elle trouvait du réconfort dans ces choses qui lui rappelaient sa patrie. Mais cela la fit aussi se sentir encore plus comme une étrangère à la cour autrichienne. La cour autrichienne avait des coutumes et une langue différente. Elle eut du mal à s'adapter. Sa maison lui manquait profondément. Elle avait l'impression de ne pas être à sa place, même si elle était l'impératrice. Cela aggrava encore son isolement. Ses vrais problèmes commencèrent peu après qu'elle eut 16 ans. Sa vie devint un cycle sans fin de grossesse et de funérailles. Le rôle principal d'une femme royale à cette époque était d'avoir de nombreux enfants, en particulier des fils, pour perpétuer le nom de la famille. Marguerite prit ce devoir très au sérieux. Mais chaque grossesse fut un combat. Son corps était jeune, mais il était poussé trop loin. Elle tomba enceinte 6 fois en 6 ans. Chaque fois, elle espérait un héritier en bonne santé. Chaque fois, elle fut confrontée à une terrible tristesse.
La plupart de ces bébés continuaient à mourir quelques jours après leur naissance. C'était une expérience déchirante pour n'importe quelle mère. Imaginez la joie de tenir un nouveau-né seulement pour que cette joie lui soit enlevée presque immédiatement. Marguerite a vécu cette horreur encore et encore. Elle portait un enfant pendant 9 mois, souffrait pendant l'accouchement, puis voyait la petite vie s'éteindre. C'était un lourd fardeau pour son jeune esprit et son corps. Cela apporta un chagrin et un désespoir sans fin dans sa vie. De tous ses enfants, une seule survécut à la petite enfance, une fille nommée Marie-Antoinette. C'était un petit réconfort, une petite étincelle d'espoir. Mais même Marie-Antoinette ne garantissait pas l'avenir de l'Empire. La famille avait besoin d'un héritier mâle fort. Chaque naissance affaiblissait Marguerite. Elle devenait de plus en plus fragile. Son corps n'était pas fait pour un tel stress constant. Son visage devint pâle. Elle était souvent alitée, trop fatiguée et malade pour se lever. Elle commença à éviter les gens, devenant recluse. Elle resta principalement dans ses chambres. Elle devint très maigre. Son esprit autrefois brillant commença à s'assombrir. Les lourdes exigences de son devoir la détruisaient lentement. Elle souffrait énormément, tant physiquement que mentalement. Alors que les bébés continuaient à mourir, Marguerite devint désespérée. C'était une femme très religieuse. Elle commença à croire que ces décès étaient un signe. Elle pensait qu'ils étaient une punition divine de Dieu. Elle pensait que Dieu était en colère contre elle ou sa famille. Elle ne savait pas pourquoi cela se produisait. Elle cherchait une raison, un moyen d'arrêter cela. Dans sa grande peur et sa tristesse, elle chercha quelqu'un à blâmer. Elle croyait qu'il devait y avoir un péché, une faute causant la mort de ses enfants. Souci et intense pression, elle se tourna vers une idée terrible. Elle fit pression sur son mari, Léopold, pour qu'il expulse les Juifs de Vienne. Cela se produisit en 1670. Elle croyait qu'en se débarrassant de la communauté juive, Dieu lui pardonnerait et la bénirait avec des enfants en bonne santé. Ce fut un acte brutal et injuste. Les Juifs vivaient à Vienne depuis longtemps. Ils furent forcés de quitter leur maison, leurs entreprises et leur vie. Ils furent faits souffrir à cause de la désespérance et de la peur mal avisée d'une jeune femme. Mais même après cette cruelle expulsion, les décès continuèrent. Dieu ne lui envoya pas d'enfants en bonne santé. Les bébés mouraient toujours. Cela ne fit qu'accroître son désespoir. Cela lui montra que ses actions extrêmes n'avaient servi à rien. Son sacrifice des autres n'avait pas sauvé les siens. Si cela vous a choqué, attendez d'entendre comment sa mort a déclenché une guerre. Et cliquez sur « J'aime » pour que YouTube n'enterre pas cette histoire comme les Habsbourg y ont enterré leurs secrets. L'année 1573 arriva. Marguerite était de nouveau enceinte. Mais cette fois, elle était trop faible pour porter l'enfant. Son corps n'avait plus rien à donner. Elle était épuisée, malade, et son esprit était brisé. Elle ne pouvait plus se battre. Elle mourut à l'âge terriblement jeune de 21 ans. Elle s'éteignit avec un enfant mort-né en elle. Ce fut la fin tragique et ultime d'une vie remplie de chagrin et de devoirs. Elle ne vit jamais de fils en bonne santé et vivant. Elle n'eut jamais l'occasion de vivre vraiment elle-même. Son mari, Léopold, pleura sa mort. Il ressentit sûrement de la tristesse pour sa jeune femme. Mais la machine de la dynastie ne s'arrête jamais. Les besoins de l'Empire étaient plus grands que le chagrin personnel. Il devait penser à l'avenir de sa famille et de ses terres. Ainsi, quelques mois plus tard, Léopold se remaria. Il trouva une autre femme pour essayer de lui donner les héritiers dont il avait besoin. Cela montre la faible importance de la vie d'une femme
au-delà de sa capacité à produire des enfants pour le trône. Ces sacrifices furent vite oubliés dans la course à une nouvelle solution. La seule fille survivante de Marguerite, Marie-Antoinette, grandit. Elle se maria également et eut un fils, Joseph Ferdinand. Pendant un instant, il y eut de l'espoir. Peut-être la lignée de Marguerite continuerait-elle après tout. Mais la tragédie frappa à nouveau. Joseph Ferdinand mourut à l'âge de 6 ans. Cela signifiait que la lignée directe de Marguerite, l'espoir qu'elle représentait, s'arrêtait là. Toute sa douleur, toutes ses luttes, tous ses enfants perdus semblaient n'avoir servi à rien. Son plus grand objectif, assurer l'avenir des Habsbourg, échoua. Son frère, Charles, le roi faible, mourut également sans enfant des années plus tard. Il ne produisit jamais d'héritier. Cela eut d'énormes conséquences pour l'Europe. Sa mort déclencha un énorme conflit appelé la guerre de succession d'Espagne. Ce fut une longue et terrible guerre menée par de nombreux pays pour savoir qui hériterait du trône espagnol. Le grand rêve de la famille des Habsbourg, leur obsession des lignées pures et du pouvoir sans fin, s'effondra. Leur plan minutieux de mariage et d'héritier avait échoué. Les sacrifices de Marguerite, sa vie courte et douloureuse, ne signifièrent finalement rien pour l'empire qu'elle était censée sauver. Aujourd'hui, elle ne vit que dans l'art. Les touristes viennent toujours admirer les Ménines. Ils regardent le tableau et voient la lumière, l'élégance, la beauté de la petite princesse. Ils voient le talent de l'artiste, mais peu d'entre eux voient la souffrance derrière ce petit sourire innocent. Peu de gens connaissent la véritable histoire de Marguerite Thérèse. Ils ne connaissent même pas les grossesses incessantes, les bébés mourants, la solitude ou le désespoir qui ont mené à une telle cruauté. Ils ne voient pas le destin tragique d'une jeune fille utilisée pour le pouvoir. Sa vie reste un rappel obsédant. Elle montre comment l'ambition royale peut dévorer même ses propres enfants. Elle montre que même les plus beaux portraits peuvent cacher les vérités les plus sombres et les plus déchirantes. Ce n'était pas seulement une vie royale, c'était un sacrifice. Si l'histoire de Marguerite vous a choqué, abonnez-vous maintenant et aidez-moi à atteindre les 1000 abonnés. Laissez un commentaire. Quelle tragédie cachée d'une reine ou d'un souverain devrions-nous révéler ensuite? Et rappelez-vous, parfois, les plus beaux portraits cachent les vérités les plus sombres. Imaginez oser toucher un roi, non pas avec un salut loyal, mais avec une arme, non pas pour tuer, mais pour blesser, pour avertir, pour ébranler une nation entière. En 1757, un homme a fait exactement cela. Son nom était Robert François Damien. Son attaque contre le roi Louis XV de France a choqué un royaume et révélé une terrible vérité. Ce n'était pas seulement une tentative d'assassinat. C'était un cri désespéré d'un pays au bord du gouffre. C'est l'histoire d'un homme dont l'acte mal avisé a semé la terreur, a conduit à une torture inimaginable et est devenu un sombre présage pour la monarchie française. Avant de nous plonger dans son récit glaçant, abonnez-vous et aidez-moi à atteindre les 1000 abonnés. Contrairement à Damiens, vous n'affronterez pas la colère d'un roi promis. Avez-vous déjà ressenti une chose si fortement que vous seriez prêt à tout risquer pour être entendu? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Notre histoire nous emmène en France, spécifiquement dans le royaume, puissant mais troublé des années bigantes. C'était une époque d'immense pouvoir royal, de grands palais et de cours scintillantes. Mais sous cette surface brillante, de profonds problèmes couverts, le roi Louis XV, autrefois connu sous le nom de « le bien-aimé »,
perdait l'amour de son peuple. La France avait été impliquée dans des guerres coûteuses, entraînant des impôts élevés et une pauvreté généralisée. Les gens se lassaient des nombreux scandales du roi et de son indifférence perçue face à leurs souffrances. Un sentiment croissant de colère et de frustration se faisait sentir, surtout parmi le peuple. Des désaccords religieux déchiraient également le pays. Le puissant ordre jésuite se battait contre un autre groupe appelé les jansénistes. Ce n'était même pas de simples petites disputes. C'étaient de grandes batailles bruyantes qui affectaient tout le monde. C'est dans ce monde que Robert-François Damiens est né en 1715. Il venait d'origine modeste à Arras, une ville du nord de la France. Il n'est pas né dans la richesse ou le pouvoir, mais dans une vie de dur labeur. Damiens trouva du travail comme domestique. Il se déplaçait entre différentes maisons nobles servant de puissantes familles. Cela lui donna une vision unique du monde. Il voyait comment les riches vivaient et entendaient leurs conversations. Il fut exposé aux arguments politiques et religieux qui tourbillonnaient dans la société. Les gens qui le connaissaient le décrivaient comme une personne étrange et lunatique. Il était souvent silencieux, mais parfois il explosait de colère. Il était très religieux, mais sa foi semblait se transformer en obsession. Il prêtait une grande attention aux débats religieux et politiques de son temps. Il ressentait un lien profond avec la souffrance qu'il voyait autour de lui. Il croyait que le roi était induit en erreur par ses conseillers, surtout les jésuitas. Damiens les considérait comme corrompus et dangereux. Il pensait qu'ils empoisonnaient l'esprit du roi et nuisaient au peuple français. Il ne faisait partie d'aucun grand groupe ou conspiration. C'était un homme seul, poussé par ses propres pensées troublées et ses convictions féroces. Il ressentait un besoin désespéré d'agir, de faire quelque chose qui forcerait le roi à changer ses méthodes. Damiens n'essayait pas de tuer le roi. Son objectif était différent. Il voulait avertir le roi Louis XV, le choquer pour qu'il voie la vérité. Il croyait que s'il blessait le roi, cela forcerait Louis à changer ses politiques. Il pensait que cela ferait que le roi écouterait les supplices du peuple et mettrait fin à l'influence maléfique de ses conseillers. Alors, Damiens acheta un petit canif. C'était un outil simple, pas une grande arme. Ce petit couteau devait être l'instrument de son plan désespéré. Il croyait sincèrement qu'il faisait l'œuvre de Dieu, qu'il essayait de sauver la France d'elle-même. Le jour de l'attaque fut le 5 janvier 1657. C'était une soirée froide au grand château de Versailles. Le roi Louis XV quittait l'appartement de sa fille, traversant une cour faiblement éclairée. Il était entouré de domestiques, de gardes et de courtisans, tous l'attendant. Damiens, simplement vêtu, se fondit dans la foule. Il attendit le moment parfait. Alors que le roi passait, Damiens s'élança soudainement. Avec le petit canif, il poignarda le roi au flanc. L'attaque fut rapide et inattendue. Le roi Louis XV ressentit une douleur vive et brûlante. Il porta la main et sentit l'humidité du sang. Pendant un instant, ce fut la confusion. Puis, la terrible réalisation frappa. Le roi avait été attaqué. Une vague de choc et de peur se propagea dans la cour. Damiens ne tenta pas de s'enfuir. Il resta là, comme s'il attendait d'être attrapé. Il fut rapidement saisi par les gardes du roi. Ils le tinrent fermement, empêchant tout mouvement ultérieur. La blessure du roi n'était pas profonde. Elle était superficielle, plus une égratignure et certainement pas mortelle, mais l'attaque elle-même fut suffisante pour provoquer un chaos absolu.
La panique éclata à Versailles. La question qui était dans tous les esprits était: faisait-elle partie d'un complot plus vaste? Y avait-il une grande conspiration pour renverser le roi? La peur se transforma rapidement en une recherche frénétique de réponses. Question rapide. Si vous deviez faire face à la punition la plus douloureuse imaginable, avoueriez-vous un mensonge pour que cela s'arrête ou vous en tiendriez-vous à la vérité, quelle que soit la douleur? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Damien fut rapidement emmené de Versailles. Il fut conduit à la prison de la Conciergerie à Paris, un lieu connu pour ses conditions difficiles. Là, il affronterait toute la force de la colère royale. Les autorités cherchaient désespérément à découvrir un complot, un cerveau derrière l'attaque. Elles croyaient que Damien n'avait pas pu agir seul. Son interrogatoire n'était pas seulement un questionnement, c'était une torture brutale et systématique. C'était ce qu'on appelait la question ordinaire et extraordinaire. Elle était conçue pour briser une personne, pour la forcer à révéler des secrets vrais ou non. Damien fut soumis à des horreurs indicibles. Ils lui brûlèrent la peau avec du soufre bouillant. Ils lui arrachèrent la chair avec des tenailles rougies au feu. Ils versèrent du plomb fondu et de la cire chaude dans ses plaies. Ses membres furent étirés sur le chevalet, tirés presque jusqu'au point de rupture. Chaque acte horrible était destiné à lui arracher une confession, à lui faire nommer des complices. Mais à travers toute cette douleur inimaginable, Damien s'en tint à son histoire. Il insista sur le fait qu'il avait agi seul. Il affirma que sa seule motivation était d'avertir le roi, de le faire changer de politique. Il refusa d'inventer une co-inspiration, même si son corps était systématiquement détruit. Sa position inébranlable frustra ses tortionnaires. Son procès ne visait pas à trouver la justice, mais à démontrer le pouvoir royal. C'était un spectacle public, destiné à envoyer un message glaçant à quiconque oserait défier le roi. Damien fut reconnu coupable de régicide, le crime de tentative de meurtre d'un monarque. Même si Louis XV survécut, l'intention était suffisante. La sentence fut l'une des plus brutales jamais prononcées en France. Elle fut appelée réparation publique. Ce n'était pas une simple exécution, c'était un châtiment prolongé et horrible. Il était conçu pour être un moyen de dissuasion, un exemple terrifiant pour s'assurer que personne ne penserait plus jamais à attaquer le roi. Si cette partie de l'histoire vous a choqué, attendez d'entendre les détails macabres de ces derniers instants. Et cliquez sur « J'aime » pour que YouTube n'enterre pas cette histoire comme les membres du corps de Damien furent dispersés. Le 28 mars 1567, Robert-François Damien fut conduit à la place de Grève à Paris. Une foule immense s'était rassemblée, avide et terrifiée, pour assister au spectacle. Cette place était le lieu traditionnel des exécutions publiques. Ce qu'ils virent ce jour-là entrait beaucoup d'entre eux pour toujours. L'exécution commença. D'abord, la main droite de Damien, celle qui avait poignardé le roi, fut brûlée au soufre. Ensuite, les bourreaux utilisèrent des tenailles rougies au feu pour arracher des morceaux de chair de son corps. Ils commencèrent par sa poitrine, puis ses bras et enfin ses cuisses. Dans ces terribles plaies, ils versèrent du plomb fondu, de l'huile bouillante, de la cire chaude et du soufre brûlant. Chaque acte était conçu pour infliger une douleur maximale et prolonger ses souffrances. Damien cria d'agonie, mais il endura. L'acte final fut le plus horrible. Il fut écartelé. 4 chevaux robustes furent attachés à chacun de ses membres. Au signal, les chevaux furent incités à tirer
dans des directions opposées. L'objectif était de déchirer son corps en 4 morceaux. Ce fut un processus lent et agonisant. Il fallut plusieurs tentatives, les bourreaux ayant dû couper certains de ses tendons pour aider les chevaux. Finalement, son corps fut déchiré. Ses membres sectionnés et son torse furent ensuite brûlés dans un bûcher. Ses cendres furent dispersées, ne laissant aucune trace de l'homme. Ce fut une punition médiévale exécutée à l'âge des Lumières. L'acte brutal de Damiens ne réussit pas à changer le roi Louis XV. Au contraire, il rendit le roi et sa cour plus paranoïaques. Ils devinrent encore plus méfiants envers leur propre peuple, ce qui entraîna une répression accrue. L'attaque ne résolut pas les problèmes de la France. Elle ne fit qu'approfondir la division. L'exécution horrifiante choqua toute l'Europe. Même à une époque habituée à la cruauté, la nature extrême du châtiment de Damiens fut considérée comme barbare. Elle souligna l'emprise désespérée de la monarchie sur le pouvoir et sa volonté d'utiliser la terreur pour maintenir le contrôle. Pour certains, Damiens devint un symbole de résistance désespérée contre un roi injuste. Pour d'autres, il était un fou, un criminel fanatique. Mais ses actions et la réponse brutale de la monarchie montrèrent que la France était profondément troublée. C'était un signe clair que le système royal était en faillite. Dans les années qui suivirent, le mécontentement grandit. Moins de 30 ans après l'exécution de Damiens, la Révolution française éclaterait. La monarchie, autrefois intouchable, serait complètement renversée. L'attaque mal avisée de Damiens fut un précurseur glaçant, un signe avant-coureur que l'ancien ordre s'effondrait. Avis et sa mort restent un rappel obsédant. Elle montre comment des actes désespérés peuvent naître de temps désespérés. Elle révèle les sombres extrêmes auxquels un royaume irait pour protéger son pouvoir. Et elle nous rappelle que même les rois les plus puissants peuvent être vulnérables à la colère d'un seul individu. Ce n'était pas seulement une tentative d'assassinat, c'était un cri pour le changement. Si l'histoire de Damiens, de justice brutale et de rébellion vous a choqué, abonnez-vous maintenant et aidez-moi à atteindre les 1000 abonnés. Laissez un commentaire. Quelles autres histoires cachées de rébellion ou de pouvoir royal devrions-nous révéler ensuite? Et rappelez-vous, parfois, les coupures les plus profondes ne sont pas toujours visibles,